Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Over the Wire pour faire le level 1 à 2 sur la cybersécurité sur l'exercice Behemoth. Une fois qu'on est connecté à partir du mot de passe du level 0 à 1, on va sur le shell et sur le shell on va dans le répertoire Behemoth. Là on voit qu'on a le Behemoth 1, donc on regarde. Donc là on voit qu'il est CTUID et qu'on peut être utilisateur 2. Quand on l'exécute, il nous demande aussi un mot de passe. Et si on fait ltrace, on voit qu'il fait pas grand chose, on voit qu'il affiche password, qu'il fait get. Il n'y a même pas de comparaison avec le mot de passe et il nous fait un put pour nous dire que l'authentification nous affiche que ça a échoué. Donc on n'a vraiment pas grand chose dessus. Alors pour l'analyser de façon plus approfondie, on peut utiliser GDB PEDA. Donc on fait GDB PEDA en mode tiède sur BMod 1. On va désassembler la fonction main et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc on voit qu'il est vraiment court le programme. Hein. Donc là, on voit qu'il alloue de la mémoire ici sur la pile ESP qui fait un push 0. Donc ça c'est une adresse qui contient la chaîne pour afficher le contenu avec printfs. Donc c'est la chaîne qui va être affichée. On voit que là, il récupère une chaîne. Donc il y a une initialisation, il récupère une chaîne, une certaine longueur, mais on voit pas qu'il y a de vérification de longueur. Donc ça se trouve là, on a un buffer overflow. Et à la fin, il nous affiche un message. Donc en fait, ce qu'il ferait, il prend la chaîne, il fait rien, il la met dans une variable et après il affiche un message d'erreur. En fait, il n'y a jamais de vrai, de bon message. Donc si on arrive à faire un buffer overflow et à avoir une chaîne de caractères, hein, si on arrive à avoir un shell plutôt, on pourra sûrement STTUID. Alors, la première chose, c'est qu'on veut savoir à partir de quel octet se fait le débordement. Et pour ça, il faut générer un pattern, donc un schéma de caractères qui seront différents tous les X octets. Donc par exemple, chez nous, c'est tous les 4 octets, on va dire. Et après, on pourra calculer le débordement. Donc comment on gère un pattern sur GDB? Donc là, si on fait pattern et on fait tabulation, on voit que là, on peut créer des patterns avec pattern create dans GDBPA et faire aussi un pattern offset ou pattern search plutôt pour essayer de trouver l'offset. Donc on fait pattern create. Il faut mettre une certaine longueur. Donc par exemple, nous on va mettre 200. Et là, il nous crée un pattern. Donc faire gaffe, il ne faut pas mettre les apostrophes, les simples cotes là plutôt. Il ne faut pas les copier si on copie ça. Donc on copie cette chaîne, on fait copier. On démarre notre programme en faisant R. On fait coller. Et on va voir est-ce que ça plante. Alors là, on voit que ça plante. Et ça nous dit que ça plante à cette adresse-là. Alors cette adresse-là, c'est sûrement un morceau du pattern. Donc c'est sûrement de code ASCII. Donc 1, 2, 3, 4 octets. Il faut bien regarder dans quelle instruction il pointait à l'époque où on a eu ce problème-là. Donc on voit qu'on a 41, 41, 49, 41. Est-ce que sur EPI on a ça? Oui, on a ça. Et il nous affiche en plus ce pattern. Alors faire gaffe, on est en Little NDNF, donc il faut inverser. Donc ce ne sera pas AIAA, mais ce sera bien AAIA. Et chez vous, le pattern sera peut-être différent. Donc regardons IA, donc AAIA, et on va voir s'il le trouve. Donc là, on commence à chercher le pattern à l'envers. Donc là, comme on l'a cherché, on regarde qu'en fait, sur le EIP, évidemment, on trouve l'offset à 71. Donc c'est à partir du 71 octet que ça déborde. Donc c'est à partir de là qu'on pourra mettre notre chaîne de caractères pour rebondir sur notre shellcode. Alors ici, on a un petit problème, notre shellcode est un peu trop petit, ou il sera compliqué à atteindre, donc il faudra sûrement le mettre ailleurs. Donc la première chose, on va quand même vérifier si c'est bien à 71 qui crache. Donc on peut refaire un pattern à 70. Si je mets à 70 là, je fais copier et je fais run, je fais coller. Là, on voit que ça crache pas, donc c'est bon. Maintenant, comment nous allons faire le shellcode? Eh ben c'est simple, vous regardez les vidéos de Narnia, surtout la dernière là, on va mettre notre shellcode dans une variable d'environnement, avec des noplids pour calculer le décalage. Donc, je fais export, donc là je mets un nombre de nop assez important, que quand on va taper au niveau de l'adresse, ça
qu'on ne tape pas au mauvais endroit. Après, ce qu'on a après derrière, là, c'est notre shellcode personnalisé. Donc, c'est le shellcode que j'avais fait dans le Narnia. On met dedans. Donc, si on fait enlever, donc on voit nos variables d'environnement. Et là, on voit une variable d'environnement qui s'appelle shellcode. Donc là, le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'adresse du shellcode. Donc là, il faut, dans le répertoire temp, créer un fichier qui permet de nous donner l'adresse. Donc, on va dans temp, donc tmp. On va faire un fichier qui s'appelle find, par exemple, adr.c. Donc, c'est un fichier en C. Et dedans, on met include stdio, lib. Là, on a la fonction principale et c'est ça qui nous affiche l'adresse. Donc, en fait, il va nous afficher l'adresse de l'argument qu'on va lui donner. Donc, nous, comme argument qu'on va lui mettre ou lui passer, ça sera la variable d'environnement shellcode. Donc là, on voit bien qu'elle récupère get env. Là, ça correspond à la variable d'environnement qui va être passée fiche. Il faut le compiler. Donc ici, il faut faire gaffe, on est dans un système d'exploitation en 64 bits, donc on met bien M32 pour que ce soit compilé en 32 bits, parce que notre fichier behemoth1 est en 32 bits. Et une fois qu'il est compilé, vous faites find, donc le nom du binaire que vous avez mis, et vous mettez shellcode. Et on a notre adresse ici, qui est là. Et maintenant, le but du jeu, c'est de faire des nopslead et après répéter, aller sur l'adresse et grâce à l'adresse qui est là, exécuter notre shellcode qui sera là. Alors, il faudra peut-être modifier un peu reculer ou avancer plutôt l'adresse pour qu'il tape au bon endroit, plutôt l'avancer. Donc, on retourne sur Behemoth. On va exécuter Python. Donc là, 91 nopseed jusqu'au débordement et après on met l'adresse qui va aller dans le shellcode. Donc là, il faut le mettre à l'envers. Il faut mettre x3c, xd6, xff. On ferme, on referme et là on met 4. Alors pourquoi on met le programme 4? C'est parce qu'en fait sinon il va exécuter le shell mais il va le finir directement. Donc il ne va pas prendre les entrées. Donc il faut que 4 redirige les entrées dans le shell, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ça, on va le mettre sur Behemoth. C'est comme si on le mettait en tant que entrée du mot de passe. On met sur le 1 et on valide. Donc là, on est bien sur Behemoth 2, donc ça fonctionne. Donc c'est ID, donc ça fonctionne. Donc vous pouvez récupérer le mot de passe dans Behemoth 2. Vous pouvez récupérer le mot de passe dans etc, Behemoth et passe. Et dans le Behemoth 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? Eh ben, en fait, c'est la même chose que Narnia, le dernier, sauf qu'à la différence près, c'est que là, on n'a pas le code source. Donc, par rapport au code source, on connaissait la longueur du tableau et le débordement, qu'on n'a pas le code source comme ici, on ne connaît pas le débordement. Donc, on a dû créer un PyDin, donc un schéma de caractères qui nous a permis, à partir des répétitions, de recalculer le décalage, donc à partir de quand le tableau déborde. Et à partir de ça, on a pu faire une exploitation assez simple d'un buffer overflow, exécuter un shell et avoir les droits de l'utilisateur Behemoth 2 pour lire le mot de passe. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.